Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'être sur le Tour de France avec Vincent Lavenu. Et donc, Vincent, donc, qui est le manager et manager historique de l'équipe, donc Decathlon AG2R, la mondiale. Et donc, merci Vincent. Et donc, quelques petites questions. Alors peut-être Vincent, si tu pouvais nous expliquer comment se déroule une saison classique pour l'équipe. Alors une saison, en vérité, une saison cycliste, elle commence bien en amont de l'année, puisque une période qui est très très importante, c'est le recrutement. Et le recrutement s'effectue pratiquement 6 à 9 mois avant la saison cycliste telle qu'elle doit se dérouler. Donc là, cette année, on est déjà on n'a pas bouclé encore le recrutement pour 2025, mais on est déjà bien avancé. Et ça, c'est la période la plus importante parce que c'est le mercato, c'est trouver les bons coureurs, pouvoir compenser nos faiblesses par un recrutement adéquat. Ça, c'est une chose. Après, une autre période qui est importante, c'est le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, on réunit l'ensemble de l'équipe pendant plus de 15 jours en Espagne. Quand je dis l'ensemble de l'équipe, c'est les coureurs et l'ensemble du staff. Et là, non seulement on fait du vélo parce que c'est déjà la préparation foncière en vue de la saison cycliste, mais aussi on organise toute la saison à venir avec la logistique, le matériel, le médical, les réunions de coureurs, les stratégies définies par la direction générale, la direction sportive, les entraîneurs. Voilà, donc c'est un échange permanent pendant une quinzaine de jours où on va écrire le scénario, notre histoire pour l'année suivante. Donc ça, c'est vraiment la période la plus importante. Et puis une fois que la saison débute, la saison commence à partir du 15 janvier en Australie par une première course internationale et se finit fin octobre, souvent en Chine d'ailleurs ou en Lombardie. Et donc au cours de cette année sportive, on court énormément un peu partout dans le monde. On fait à peu près 300 jours de compétition par an. Pourquoi 300 jours? Parce que comme on a plusieurs structures qui courent en même temps, si on est sur 3 structures au même moment, on compte 3 jours de course. Donc on a un calendrier qui est extrêmement fourni. Donc 3 structures, c'est-à-dire que les 29 coureurs, tu les répartis sur différentes structures, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est organisé, ça se fait exactement aussi au mois de décembre. On définit le calendrier des courses auxquelles on doit participer, on définit le calendrier notamment des leaders de manière très précise sur leurs épreuves avec des objectifs bien précis, en sachant que les objectifs, il y a le Tour de France qui est l'objectif majeur, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et puis les grandes classiques comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres ou des grandes épreuves françaises notamment comme Paris-Nice ou le Dauphiné. Donc tout ça c'est défini au mois de décembre et on répartit les coureurs en fonction de ces objectifs. Donc on a en général 8 coureurs ou 7 coureurs suivant les épreuves et chacun fait son calendrier un petit peu partout dans le monde ou en Europe. Et donc ça, voilà, on court beaucoup, on fait beaucoup d'épreuves. D'accord. Et comme tu disais, alors si j'ai bien compris, voilà, le Tour de France c'est l'apodéose, c'est-à-dire c'est parce que donc comme tu dis, il y a le Giro. Il y a la Vuelta, il y a quelques grandes classiques, mais pour l'équipe, le Tour de France, c'est vraiment la plus grosse. Oui. Pour toutes les équipes au monde, l'épreuve numéro 1, c'est le Tour de France. Et loin devant toutes les autres épreuves. D'ailleurs, le niveau sportif est vraiment l'épreuve où le niveau sportif est le plus élevé. Il y a une concurrence énorme. Et surtout, le retour médiatique et l'importance médiatique n'a aucune commune mesure avec tout ce qui se passe ailleurs. Si on peut mettre des chiffres en face de tout ça, on peut dire que 60 à 70% du retour image investissement se fait sur le Tour de France et 35 ou 40% se fait dans tout le reste du monde. Donc ça démontre l'importance de l'épreuve. Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et alors, donc là, on parlait du timing. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, tu vois, ce que je pense qu'il pourrait intéresser aussi là, Jérôme, c'est au niveau de la préparation. Parce que pour arriver en pleine forme au Tour de France, par exemple, juste avant, il y a eu les championnats de France. Et donc, j'imagine aussi, tout le monde veut gagner les championnats de France. Donc là, par exemple, il y a eu 2 victoires. Mais comment on fait pour arriver, j'allais dire, à fond, en forme pour le Tour de France, mais quand même en ayant, en essayant de gagner la Vuelta, en essayant de gagner le Giro. Alors tout ça, encore une fois, est défini bien en amont, en sachant que notamment pour le Tour de France, dès le mois de décembre, on détermine un groupe assez important, souvent de 14-15 coureurs, où on a déjà la certitude
d'amener nos leaders. Par exemple, Félix Gall était assuré dès le mois de décembre de participer au Tour avec un certain nombre de coureurs autour de lui. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois qui avancent, on rétrécit ce groupe coureur pour arriver finalement quelques jours avant le Tour de France à définir notre équipe type. Et donc, ils ont suivi une préparation non seulement au travers des compétitions qui se sont déroulées, mais aussi au travers des stages, parce qu'aujourd'hui, la réussite passe forcément par des stages de préparation, notamment d'altitude. D'accord. Le groupe Tour de France est parti pendant pratiquement 3 semaines en Sierra Nevada, à 2400 mètres d'altitude, pour préparer justement l'objectif majeur. Et ça, toutes les équipes au monde fonctionnent comme ça aujourd'hui. D'accord, bah écoute, merci. Et alors, comment, si tu peux partager aussi avec nous, comment tu arrives à créer ce collectif et aussi, j'allais dire, le collectif, la résilience, parce que donc on en parlait juste avant, mais tu me dis, bah voilà, il peut y avoir des moments d'euphorie, c'est-à-dire, bah voilà, on gagne, c'est super, des moments qui sont plus difficiles, des moments peut-être où il y a des coureurs qui sont blessés. Comment tu arrives à faire que tu motives un collectif et surtout aussi que tu leur donnes, j'allais dire, un objectif. Alors j'imagine que avant chaque course, par exemple ce soir sans doute, il y a une stratégie peut-être pour le contre-la-montre de demain, ou il y avait une stratégie pour l'épreuve d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc, alors ça, c'est un travail qui est fait en commun avec nos experts, hein, notamment les entraîneurs, les directeurs sportifs, qui sont là pour prévoir, pour organiser, pour motiver, effectivement, il y a des briefings d'avant l'épreuve, hein, notamment sur le Tour de France. On fait un briefing bien en amont où on définit l'ensemble des règles, des objectifs à atteindre. Et puis, chaque matin, dans le bus, il y a les directeurs sportifs qui écrivent la stratégie, qui permettent de voir le parcours, qui permettent de peser sur le mental des coureurs, définir la stratégie, le coaching. Donc tous ces éléments sont faits chaque jour en lien avec la direction sportive pour essayer d'être le plus performant sportif. Et le soir, en chambre, il y a un débriefing individuel auprès des coureurs qui se fait. Un débriefing individuel. Oui, le soir, on attend que les coureurs soient un petit peu apaisés. Hein, quand ils ont passé 200 km à se battre, ils sont fatigués, souvent déçus parce qu'ils n'ont pas réussi leur résultat. Donc ils prennent leur douche dans le bus tranquillement. Il y a souvent un parcours d'une demi-heure, 1 heure pour rejoindre l'hôtel. Et là, les directeurs sportifs font le tour des chambres pour analyser, recueillir les informations, les sentiments de chaque coureur. Et en fonction de tout ce recueil d'informations, la nouvelle stratégie du lendemain est écrite par les directeurs sportifs et annoncée dans le bus et partagée avec le coureur. Donc les coureurs partent au début de la course avec, on va dire, requinqués, avec des nouveaux objectifs chaque jour, en espérant réussir ce que l'on veut tous, c'est gagner des étapes, en sachant que c'est très difficile. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses du tracé du Tour de France de cette année? Donc un Tour de France quand même assez spécial, qui part de Florence, qui arrive à Nice. Oui, le Tour de France aujourd'hui n'est plus réservé à notre territoire. Il va au-delà des frontières parce que c'est un événement mondial. Donc que chaque grande capitale, notamment européenne, souhaiterait voir s'approprier. Donc c'est vrai que les organisateurs ont tendance maintenant à faire notamment ces grands départs dans des capitales européennes. Et voilà, le parcours, là, il est clairement bien réfléchi par les organisateurs chaque année, bien en amont, hein, presque 1 année à l'avance, en fonction de plein de critères. Hein. Et le critère sportif étant un des critères les plus importants, ils doivent apporter un équilibre sportif à la course avec une répartition entre les épreuves de sprint, les épreuves de baroudeur ou de semi-montagne et les grandes épreuves de montagne, là où se fait le classement général. Donc chaque année, il y a un équilibre qui est trouvé. Moi, personnellement, je trouve que cette année, il y a un peu trop d'étapes au sprint. Il y a 8 étapes qui sont réservées pour les sprinteurs. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Voilà, moi, personnellement, l'équipe est basée dans les Alpes. Oui. On aime bien les grandes montagnes, on aime bien les grandes chevauchées alpestres ou dans les Pyrénées. Et je trouve que l'histoire du Tour de France s'écrit notamment grâce à ces belles épreuves en montagne. D'accord. Et alors, si on devait dire un mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe alors? Des victoires d'étape, d'équipe? La victoire d'étape, c'est on va dire la base pour que l'équipe soit déjà satisfaite d'une réussite dans le Tour. Ouais. Parce qu'on a réussi depuis 4 années, les 4 dernières années, on a gagné une étape. Oui, l'année dernière c'était Félix.
C'était Félix Gall à Courchevel sur la plus belle étape de montagne. Donc on espère cette année remporter l'étape peut-être avec au sprint avec Sam Bennett qui est un pur sprinter, ou peut-être avec un baroudeur comme ça s'est fait ces dernières années, ou pourquoi pas avec Félix Gall dans la montagne. Mais ça veut dire que Félix Gall, s'il gagne dans la montagne, ce sera avec les meilleurs coureurs du monde. Donc voilà, ce qui est important, c'est de gagner une étape et puis de réussir à un bon classement général. Donc on dira que le Tour de France est réussi si on ramène une victoire d'étape et une place dans les 10 premiers au classement général. Eh ben, en tout cas, on y croit. Merci. Merci beaucoup.